Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Bémol, les secrets de la musique. Vous êtes sur irm.radio. Vous pouvez aussi nous suivre et nous regarder sur twitch.tv/irm.radio. Ce soir, j'accueille deux musiciens d'exception qui évoluent dans le domaine du jazz. Bonsoir Jean Gobinet. Bonsoir. Et bonsoir Tulia Morand. Bonsoir. Alors au programme, vous avez quand même plusieurs cordes à vos arcs, donc on va parler arrangement, composition, direction, vos parcours, les morceaux que vous avez composés, mais aussi des anecdotes et vos actualités bien sûr. Donc on va revenir sur tous ces sujets tout au long de l'émission. Vous pouvez réagir sur le hashtag irm.radio ou au téléphone, ou par téléphone, pardon, au 07 71 59 62 68. Alors Jean, j'essaie de retracer un petit peu ton parcours. Donc, tu es musicien, trompettiste plus précisément, compositeur, arrangeur et pédagogue. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Et père de famille. Et père de famille, c'est important de le préciser. Je crois que la transmission est quelque chose d'assez important dans ton parcours. Oui, très important, oui. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. D'accord. Et de ton côté, Tulia, tu es saxophoniste, compositrice, chef d'orchestre et tu as monté ton big band, le Tulia Morand Orchestra. Bah oui, c'est ça. C'est ça, en 2017, et tu as sorti un album récemment, enfin tu en as sorti plusieurs d'ailleurs, mais le dernier c'était Magic Hands, dont on écoutera un extrait un peu plus tard aussi dans l'émission. Et je suis aussi mère de famille. Et aussi mère de famille. Je crois que la famille est présente ce soir dans le studio, donc on leur fait un petit coucou. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Quel est le lien qui vous unit dans la musique ? Alors je vais commencer. En fait, le compagnon de Tulia est un ami de très longue date, puisqu'il est saxophoniste, il s'appelle Pierre Mimran. Et c'est peut-être un des premiers musiciens avec lesquels j'ai travaillé quand je suis arrivé à Paris. Dans début des années 80. Et en fait, je donne des cours d'arrangement dans une école qui se trouve dans le 10e arrondissement, qui s'appelle Arpège. Je donne des cours d'arrangement là-bas depuis une trentaine d'années. Et depuis presque 30 ans, Pierre me fait l'amitié de venir régulièrement pendant l'année pour venir jouer les arrangements de mes élèves. Alors c'est toujours mieux de faire jouer les arrangements en direct par des vrais musiciens que de le faire jouer par des ordinateurs ou des machines. Et donc, un jour, j'avais demandé à Pierre s'il pouvait venir avec un autre saxophoniste, et puis il est venu avec une jeune fille qui s'appelle toujours Tulia, et oui. Qui est devenue sa femme entre-temps, je crois. Hein. Oui. Moi, ça a été une super rencontre. Bon, la rencontre avec Pierre Mimran, mon mari maintenant, c'est aussi mon mentor, puisqu'il m'a formé au saxophone, et plus à la flûte et à la clarinette qui sont importants pour jouer dans des orchestres, dans les big bands, quoi. Et puis c'est vrai que quand je t'ai rencontré à cette occasion-là et j'ai joué les arrangements de tes élèves, en fait moi ça a beaucoup changé de choses dans ma vie et ma vie de musicienne. Et c'est des rencontres, c'est marrant parce que c'est deux rencontres super importantes pour moi en fait. Qui ont marqué ton évolution dans le milieu artistique et musical. Oui, parce que voir Jean, est, bon, on en parlera, mais c'est vrai qu'il transmet, il donne tout, enfin il donne tellement de choses en fait que même si j'étais pas son élève, d'assister à lui donnant cours, j'étais c'était tellement, j'ai appris tellement de choses en si peu de temps et on l'a fait chaque année. Et, voilà, je le regardais donner des cours et je prenais des notes au lieu de lire les partitions, quoi. Voilà. Et elle ne s'inscrivait pas à mon cours. Hein. C'est gonflé quand même. Non, mais j'écrivais en cachette. C'est ça. On a parlé déjà 2 fois du big band dans l'émission, mais qu'est-ce que c'est alors que le big band pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas un terme qu'on entend tous les jours. En fait, le big band, c'est le grand orchestre. Dans l'histoire du jazz, les musiciens de jazz ont commencé souvent en plus petite formation, parce que le jazz, c'était une musique qui se faisait comme ça, sur le tas, et en fait, qui était faite pour faire danser les gens. Et petit à petit, les orchestres de jazz qui faisaient danser les gens, on peut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sono, donc les gars jouaient dans des petits endroits, et puis il y avait tout le monde qui parlait, il y avait du monde dans ces endroits-là, et les gens dansaient.
et ça faisait beaucoup de bruit. Et le seul moyen que les musiciens ont trouvé pour pouvoir jouer un peu plus fort, pour se faire entendre, c'était d'augmenter le nombre de musiciens. Et on est arrivé petit à petit à des formations. Alors ça s'est plus ou moins standardisé. Maintenant, le format du big band, c'est 4 trompettes, 5 saxophones, 3 ou 4 trombones, et puis une section rythmique. Mais c'est pas toujours comme ça exactement. Mais ça a été, au départ, c'était une volonté de se faire entendre un peu mieux. Et aujourd'hui, c'était quoi la volonté en créant ton big band, Tulia ? Moi, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais petite. Donc, c'était la réalisation d'un rêve, en fait. Moi, j'ai commencé le saxophone en jouant dans le big band de la ville dans laquelle j'étais, voilà, dans le 94. Et c'est vrai que j'avais envie de diriger, de jouer et de diriger. Les deux me plaisaient, les deux postes me plaisaient. Et de composer, en fait, voilà. Et de transmettre, en fait. Si tu veux, la musique est tellement... c'est une matière tellement large et on a envie d'aborder plein de choses. Donc bon, voilà, c'est un rêve que j'ai réalisé voilà, à partir de 2017. Et puis j'ai appelé... donc je l'ai ruminé pendant longtemps. J'ai écrit d'abord et j'ai pensé aux musiciens. Des fois on écrit en pensant aux musiciens. Des fois on se dit « Ah, ça serait génial qu'ils me disent oui ». Et par exemple, Jean fait partie des trompettistes. C'est ce que j'allais dire. Il l'a accepté et voilà, ça fait partie des grandes joies que j'ai dans la vie. Voilà, de diriger des musiciens comme lui et en plus, il nous a apporté une composition récemment. Génial. Oui, qui est formidable. Enfin. Donc la musique, ça a toujours été un de tes rêves, une de tes passions. Comment t'es arrivée dans le milieu ? C'est une passion depuis que je suis toute petite. Voilà. J'ai lu que tu étais fille de mélomane, que tes parents étaient assez branchés musique. Oui, ma mère était professeure de musique. Okay. Donc évidemment, elle m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Et puis bon, ça s'est fait naturellement avec toute la musique qu'on écoute à la maison. Voilà. C'est devenu ma passion, puis maintenant je fais plus que ça. Et toi, Jean, comment tu es arrivé dans le milieu de la musique ? Alors moi, j'habitais dans un tout petit village dans les Vosges. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de musique, mais par contre, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais des grands frères. Moi, j'étais le dernier d'une fratrie de 5 garçons. Et mes grands frères, ils étaient tous au lycée à Strasbourg. Parce que, en fait, la grande ville à proximité, c'était quand même à 70 km, c'était Strasbourg. Et eux, en fait, en étant à l'internat à Strasbourg, c'était dans les années 60-70, plutôt 60 d'ailleurs, ils écoutaient des disques, ils s'échangeaient des disques avec leurs copains, et ils avaient ce qu'on appelle des vinyles maintenant, ils s'échangeaient des disques sans arrêt. Et mes frères, ils ramenaient à la maison alors des disques de Charlie Parker, de Edu Lobo, Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim, Ray Charles, Errol Garner. Et moi, depuis tout petit, j'ai entendu cette musique-là. Et puis j'avais la chance d'avoir aussi ma mère qui était mélomane et qui était abonnée à la Guilde internationale du disque. Ça n'existe plus naturellement. Ah oui, je ne connais pas, j'allais te demander ce que c'était. Alors c'était en fait un organisme qui, tu sais, dans les magazines genre Paris Match, etc., tu pouvais t'abonner, donc tu payais une certaine somme et tous les mois tu recevais un disque. Et un disque sélectionné, alors c'était souvent des très bons enregistrements. Alors comme ma mère était passionnée d'opéra, elle recevait des super opéras dirigés par des grands chefs avec des productions incroyables. Donc j'ai eu la chance d'être baigné là-dedans. Et puis à 10 ans, en fait, la fanfare du village avait été démantelée. Quand j'étais gamin, il n'y avait pas de fanfare. Et puis ils ont décidé de remonter une fanfare. Et donc ils avaient convoqué les enfants à l'école. Alors il y avait des pupitres en bois cirés le samedi après-midi, etc. Et je suis arrivé dans la salle de classe et ils avaient posé les instruments sur les bureaux. Et en fait, il ne restait plus qu'une trompette et un cor. Moi, j'étais arrivé en retard et tous les autres s'étaient servir. Et quand j'ai vu la trompette, je ne sais pas pourquoi, je suis allé vers la trompette, j'ai pris la trompette. Et quelques mois plus tard, un de mes frères, justement, qui était à Strasbourg, m'a offert un disque de Miles Davis. Oui, donc un très célèbre trompettiste. Voilà, et puis pour moi, c'était, tu vois, quand j'en parle, j'ai toujours de l'émotion. Oui, ça se sent.
Et c'est comme ça que c'est arrivé dans le milieu de la musique. Mais alors, pourquoi le jazz ? Pourquoi vous n'êtes pas orienté vers de la musique classique ? Parce que ça aurait été possible vu vos instruments. Bon, le saxophone peut-être est un peu plus catégorisé jazz. Moi, effectivement, ma mère était fan de jazz. Donc on avait beaucoup de disques de Miles Davis, de Charlie Parker, de Cannonball. Moi, je suis tombée amoureuse de Cannonball assez jeune. Et Sonny Rollins, et Dexter Gordon, et John Coltrane. Parce que ma mère écoutait ça. Ça a été vraiment une transmission de ma mère. Et donc voilà, le saxophone. En fait, je me souviens que je suis tombée amoureuse du saxophone quand j'avais 6 ans et que je suis allée voir un concert de Lionel Hampton en big band. Donc je suis tombée à la fois amoureuse du big band et du saxophone parce qu'il y avait la section de sax et ce fou là qui joue du vibra comme un. J'avais aussi envie de faire du vibra, mais j'étais orientée vers le saxophone par mes parents qui trouvaient c'est plus simple. Peut-être qu'il n'y avait pas de prof, je ne sais pas, mais c'était le saxophone, ça allait très bien. Donc toi, tu as vraiment baigné dedans, dans la musique, dans le jazz. Dans le jazz dès le début, ouais. Classique au début. Et toi, Jean ? Et moi, alors, en fait, j'avais des références, comme je t'ai dit, classiques et jazz. Mais Miles Davis, ça m'a quand même bien déglingué le cerveau, si je peux dire. J'étais fou de ça. Et en fait, quand j'avais 10 ans, moi, j'étais fou de ça, alors que tous les gamins autour de moi écoutaient King Crimson et puis les Who. Et en fait, moi, j'étais un peu dingue parce que j'écrivais Miles Davis sur mes jeans en allant au collège. Et les mecs, ils se disaient, ce mec est bizarre. Mais... Et en fait, le conservatoire, j'ai fait quelques tentatives au conservatoire et ça s'est très 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 mal passé. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, c'était encore la vieille école. Et moi, c'est un truc que je ne pouvais pas. Et j'étais vraiment très rebelle à ça. Et puis il y a eu un autre truc aussi qui a déclenché, c'est qu'un de mes frères, celui qui m'avait offert le disque de Miles Davis et qui est d'ailleurs musicien, lui aussi musicien de jazz, m'a emmené à un concert. Mais là, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Et j'ai vu sur scène, en fait, un orchestre de jazz complètement improbable. Il y avait Charlie Mingus à la contrebasse, il y avait Art Blakey à la batterie, il y avait Thelonious Monk au piano, il y avait Dizzy Gillespie à la trompette et Sonny Stitt au sax. C'est-à-dire c'est un orchestre, c'est comme si tu prends les meilleurs de chaque discipline. Et je me rappelle, c'était dans une espèce de salle de concert, pas terrible. Mais moi, j'en croyais pas mes oreilles. Scotché par l'événement. C'était hallucinant. Voilà. Donc, finalement, tu n'es jamais passé par la voie classique, par l'étude en conservatoire. J'ai essayé plusieurs fois. Tu t'es formé. Ça s'est toujours très très mal passé. Et puis je pense que j'étais un peu rebelle, mais peut-être pas dans le bon sens, parce que j'ai perdu énormément de temps dans mon parcours. J'ai perdu beaucoup de temps parce que quand je suis arrivé à Paris pour gagner ma vie, je me suis retrouvé très vite en concurrence avec des gens qui sortaient du conservatoire, alors surtout qui lisaient très bien la musique. Pour pouvoir gagner sa vie avec la musique, il faut la lire très bien. Et donc, moi, je lisais pas très bien la musique. Et puis, j'avais pas eu une formation très académique, académique, voilà. Et donc, il y avait plein de trucs que je savais pas faire. Mais bon, j'ai appris sur le tas. Et c'est pas toujours évident. Ouais, et puis perte de temps dans un sens. Moi, je me dis que c'est jamais une perte de temps. Tu as appris aussi par toi-même. Tu t'es fait ta propre expérience. Oui, bien sûr. Tu es arrivé là où tu es arrivé aussi avec ce parcours-là un petit peu plus original que. Exactement. Que et puis des autres. En fait, là où j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai bénéficié d'une bourse Fulbright, qui était un truc un peu exceptionnel à l'époque, surtout pour un gars comme moi qui avait, j'avais aucune référence. Les gars qui avaient des bourses Fulbright, c'est des gars qui avaient un premier prix de conservatoire de Paris. Ils partaient aux États-Unis avec une bourse Fulbright. Et moi, j'ai eu cette bourse. C'était assez improbable, mais j'étais tellement gonflé à bloc. J'avais tellement envie de bosser et de partir étudier aux États-Unis que je crois que les gens qui me l'ont donné se sont dit, celui-là, il faut qu'on l'envoie parce que sinon, il va faire un malheur s'il reste ici. On va parler de ton voyage à New York grâce à cette bourse. À Los Angeles. À Los Angeles. Ah ouais, c'était Los Angeles. Ah pardon, je pensais que c'était New York. Et toi, Tulia, du côté de ton parcours, tu as un parcours plus académique ou est-ce que toi aussi tu t'es formée plus ou moins Moi, en fait, j'étais au conservatoire de Joinville, mais c'était pas un conservatoire de région, c'était donc en fait une école de musique. Donc il y avait une super ambiance, surtout dans les orchestres. Donc moi, j'étais dans le big band, j'étais dans l'harmonie.
Bon, après, c'était très cool comme enseignement. Donc, j'étais avec un prof de jazz sans avoir aucune technique classique dès le démarrage. Donc, en fait, moi aussi, j'ai eu un peu de perte de temps, entre guillemets, quand je suis arrivée quand j'ai eu envie, après le bac, d'être vraiment musicienne. Enfin, ça me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, une fois le bac en poche, enfin libre d'essayer de vivre ça, j'avais pas le niveau non plus. Donc je me suis aussi formée sur le tas. Et c'est vrai que ça ressemble, mais je suis pas arrivée au même niveau que Jean, mais j'ai cherché des professeurs. Donc j'ai eu beaucoup de professeurs, mais en candidat libre, quoi. Je suis allée à New York et je suis allée voir Rich Perry, enfin le big band de Mariah Schneider, et j'ai abordé tout de suite Rich Perry parce que j'avais pris des cours avec Jean. Avec Pascal Gobert à Paris, qui m'avait dit si tu vas à New York, essaie de voir Rich Perry. Donc je vais le voir, c'est un saxophoniste ténor. Et je lui dis est-ce que je pourrais avoir un cours avec vous? Et il me dit oui, pas de problème, demain tu viens chez moi, je te fais 1 heure de cours, $30. Je suis restée toute la journée. Ça a duré de 10h du matin à 18h. À la fin, on a mangé ensemble. Et c'était, enfin voilà. Et après, j'ai eu une bourse pour aller AFDAS, pour aller à la Nouvelle-Orléans, pareil, 10 jours là-bas, à être plongée avec les musiciens qui travaillent toute la journée là-bas. Donc ils m'emmenaient partout. Ah, une fille qui fait du saxophone. Ils trouvaient ça génial parce que là-bas il y a très peu de femmes musiciennes. J'en ai vu une qui. Il y a beaucoup de chanteuses et encore, mais c'est vraiment un milieu très masculin à la Nouvelle-Orléans pour ça. Donc ils aiment bien les Français. Et puis c'était une curiosité que tu sois arrivé là-bas. Ils m'emmenaient sur les concerts, ils me mettaient sur scène. Alors moi je pensais, je vais faire un morceau, et puis après ils mettaient, non tu restes. Tu vois, ils me mettaient la main sur l'épaule, tu te rassieds, tu restes. Alors, les concerts là-bas, le set ça dure 1h30. Ouais. Ils font 4, 5, 7 par soir. C'est physique quand même. Hein. Oui. C'est très physique, mais j'étais aux anges, je connaissais pas les morceaux, j'apprenais les morceaux en jouant comme ça, et là t'es très concentré là, et t'avances très très vite. Et ça a été une super expérience aussi, voilà. Donc bon, mais c'est pas académique du tout non plus, quoi. Ouais, mais comme quoi on peut aussi réussir dans ce milieu sans passer par la case conservatoire de musique classique. C'est les rencontres en fait. C'est la musique amène aux rencontres et les rencontres amènent à la musique. C'est un cercle qui avance comme ça. Essentiel, ouais. Et toi, ton voyage alors à Los Angeles, donc c'était Tulia qui était allée à Nouvelle-Orléans. à Nouvelle-Orléans. En fait, mon voyage à Los Angeles, donc c'est parti d'une envie. J'avais une envie dingue de partir étudier aux États-Unis. Moi, j'avais toujours eu envie d'écrire la musique, mais c'était un truc qui était complètement qui était tellement loin pour moi. J'avais pas de formation académique, je savais rien, quoi. J'étais un ignare total. Et en fait, quand j'ai eu cette bourse, donc j'ai débarqué. Alors pour la petite histoire quand même, à Los Angeles à l'époque, il y avait quasiment pas d'école de jazz, ça n'existait pas. Il y en avait une seule. Et moi, j'avais vu ça dans Downbeat. Downbeat, c'était un magazine de jazz américain. Et j'achetais ça chez les libraires. Il y en avait rarement, mais je l'achetais régulièrement parce qu'il y avait des articles et tout ça. Ça m'a permis d'apprendre à lire l'anglais aussi. Et puis donc là-dedans, il y avait une pub pour cette école à Los Angeles qui s'appelait la Grove School of Music. Grove School. C'était l'école de Dick Grove. Dick Grove, c'était un pianiste de jazz qui avait fait carrière à Los Angeles et qui était spécialisé, qui était un arrangeur, mais vraiment un arrangeur professionnel, quoi, comme c'était le cas à la grande époque. Et donc, je suis parti là-bas un peu comme ça. J'avais envie de prendre des cours de trompette parce que j'avais envie de bosser la trompette avec quelqu'un de sérieux. Et à Los Angeles, il y avait un gars qui s'appelait Claude Gordon. En fait, c'est surtout pour lui que je voulais aller là-bas. Et lui donnait un cours d'1 heure, 1 fois par mois. Donc je ne pouvais pas justifier d'une bourse pour partir 1 an aux États-Unis pour prendre un cours par mois. Bon. Donc il a fallu que je trouve l'école. Et j'ai trouvé cette école qui était la seule. Et en fait, l'école était tellement formidable. C'était une petite école artisanale. Et c'était incroyable. J'ai jamais autant bossé de ma vie. C'était nuit et jour, je bossais sans arrêt. En fait, je savais tellement peu de choses, ou j'avais tellement l'impression de rien savoir, que je bossais tout le temps. Et toutes les semaines, on avait un arrangement à écrire. Et on arrivait le lundi matin avec notre arrangement, tremblotant, et puis surtout avec des cernes sous les yeux. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, c'était tout à la main, il fallait tout écrire à la main. Et il y avait les musiciens qui étaient là, les bras croisés, en train de nous attendre. Ça allait de 5 à 25 musiciens. C'était dans un garage, il y avait des cloisons en polystyrène expansées. Et donc, ils jouaient nos arrangements, comme ça, en lecture à vue.
Et on les enregistrait. À l'époque, c'était sur des petites bandes cassettes, des 8 pistes. Ou 4 pistes, ouais, enfin je ne me rappelle plus. Et donc on ressortait avec notre petite cassette. Et la cassette, on l'a donnée à Dick Grove, qui l'écoutait, qui nous disait ça c'est nul, ça c'est bien. À chier, au suivant. Il disait ça exactement, à chier. Très souvent il disait à chier d'ailleurs. Et il nous raturait notre truc, il faisait des pâtés, etc. Mais le jour où il disait que c'était bien, c'était vraiment top, quoi. C'était bon. Moi j'ai tellement bossé, j'ai été nommé sur la Dean's List à la fin de l'année. Alors la Dean's List, c'est un peu le tableau d'honneur. Alors il y avait une petite plaque à l'entrée de l'école, il y avait mon nom dessus, parmi d'autres. Non mais c'est pas rien. Ouais, mais bon, c'était marrant. Bon, et je suis resté 2 ans là-bas et j'ai rencontré des gens, comme disait Tulia, la musique c'est les rencontres. Et j'ai rencontré des gens qui bossaient dans le milieu du cinéma. Donc j'ai découvert encore un univers que je connaissais pas. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, il y avait en particulier un saxophoniste qui s'appelle David Angel, qui est maintenant assez âgé. Et qui, bon, lui, ça a été vraiment une des plus grandes rencontres de ma vie, quoi. Tu disais que tu avais été aussi influencé par les réalisateurs et que tu avais donc composé de la musique de film. Ouais. Je te propose d'en écouter un extrait tout de suite. D'accord. Après, on reviendra sur l'histoire de cette composition et puis on parlera de la composition, de l'arrangement, de vos sources d'inspiration. Donc restez avec nous sur IRM.radio.
Alors Jean, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Une de tes compositions, mais alors je crois que cette composition, elle a une histoire très particulière. Ouais, en fait, cette musique-là, elle a été enregistrée dans le cadre de la musique de The Artist. Parce que j'ai eu la chance de participer à cette musique, à la réalisation de cette musique, dont le compositeur était Ludovic Bourse, qui est devenu un très grand ami et pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de respect. Et en fait, cette musique-là devait correspondre à une scène qui est à la fin du film. Cette scène, c'est le moment où Georges Valentin retourne dans son ancienne maison pour se suicider. Et donc Pépi Miller, qui est la jeune fille qui est amoureuse de lui, se part désespérément à sa recherche et elle le cherche partout et elle traverse les rues de Los Angeles dans une vieille voiture qui brinque-balle dans tous les sens, elle ne sait pas conduire. Alors voilà. Enfin c'est assez épique et puis lui pendant ce temps-là il est en train de s'installer, prêt à se mettre au moment où ça se termine là il a le canon du revolver dans la bouche. Voilà. Et donc pour la petite histoire, ce qui se passait c'est que cette scène, le réalisateur, Michel Hazanavicius, voulait obtenir les droits de la musique de Vertigo. La musique de Vertigo, elle a été composée par Bernard Herrmann, qui est le génie ultime de la musique de film. On ne peut pas faire plus grand. Les films par exemple Hitchcock. Voilà, en particulier, dont Vertigo. Et donc, il voulait absolument... Michel Hazanavicius, c'est un gars qui a beaucoup de références, et il voulait absolument, c'était sa petite Madeleine, il voulait placer cette musique-là. Tout le reste, c'était de la musique originale, mais là, il voulait mettre ce truc-là. Et il n'arrivait pas à avoir les droits. Donc, quelques jours avant de partir enregistrer en Belgique avec l'orchestre de Bruxelles, en fait, il nous a convoqués et moi, il m'a dit, écoute, voilà, t'as 24 heures pour composer de la musique sur cette séquence-là, qui dure 6 minutes et demie ou 7 minutes. Et je te garantis pas que je la prendrai, mais si j'ai pas les droits, je veux avoir d'autres alternatives. Alors, parallèlement à ça, il y avait Ludovic Bourse, qui était le compositeur attitré, qui lui aussi avait composé un truc. Mais comme ils n'étaient pas en très bons termes à l'époque, donc je me suis retrouvé un peu dans cette situation très très inconfortable. Mais bon, avec Ludovic, on avait des relations très saines et donc il l'a parfaitement bien pris. La preuve, c'est que en fait, quand on est arrivé à Bruxelles, mon morceau qui avait été copié, il était prêt à être enregistré. Et il a été enregistré, sachant qu'ils avaient obtenu les droits. Donc ils m'ont fait cette fleur-là, ils ont accepté d'enregistrer, parce que enregistrer avec un orchestre de 80 musiciens une musique comme ça prend quand même une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, avec des gens qui jouent très bien et très vite et qui sont très performants, et ça coûte très très cher. Voilà, ça représente un budget énorme. C'est énorme, et ils m'ont fait ce cadeau-là. Bon, c'était un cadeau merveilleux. Alors cette musique-là, elle a jamais été, malheureusement, elle a pas pu être placée sur le film. Alors moi, de temps en temps, je l'écoute, ça me fait plaisir de l'écouter. Et tu nous as fait un super cadeau de le faire écouter aussi aux auditeurs d'IRM. Ouais, on a quand même entendu une composition originale pour The Artist qui finalement n'a pas été retenue pour le film. Comment vous faites quand vous voulez composer de la musique, que vous vous retrouvez devant cette feuille blanche et qu'il faut sortir quelque chose? Est-ce qu'il y a des inspirations qui viennent par rapport à des modèles que vous avez? Comment on fait en fait quand on part d'une page blanche pour composer de la musique? Toulia, tu veux peut-être répondre un moment? Après, je te laisserai. Oui. Tu as certainement beaucoup plus de choses, de techniques. En fait, moi, oui, alors il y a une angoisse, effectivement, comme on disait, de la page blanche comme un auteur. Mais il y a aussi des techniques pour se lancer. Et par exemple, se dire... Moi, je donne un exemple comme ça, prendre une note qui ne change pas pendant 8 mesures avec des accords qui changent et prendre la quinte, une autre note sur les 8 mesures suivantes avec d'autres accords. Voilà. Se donner des exercices un peu. Il y a... moi, je sais que souvent, je flash sur des suites harmoniques. Des morceaux... Donc des suites d'accords. Des suites d'accords. Alors, en général, la mélodie va très bien avec, mais je me dis, si je prenais cette suite d'accords et j'essaie de faire une autre mélodie qui n'a rien à voir,
peut-être que je trouverai quelque chose de mieux. En général, c'est toujours moins bien, mais voilà, des fois, je commence par une suite d'accords et je chante des choses comme ça, je le fais tourner en boucle en chantant, et puis au bout d'un moment, ça vient. Et puis des fois, on part sur des trucs comme ça, et en fait, tout à coup, par exemple, ma fille écoute un Disney à côté, et en fait, ça parasite les musiques sont super, ou je sais pas, un film, ça va parasiter mon travail ou ma concentration, et je pars sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'idée de base et que je trouve 100 fois mieux, et après quand c'est parti, après ça s'arrête plus. Enfin, voilà, je vois plus le temps passer. L'inspiration vient aussi en écrivant, en faisant. Des fois, c'est très poussif pour venir, mais quand le déclic est là, après, ça dure longtemps. Enfin, je vois plus le temps passer, quoi. Voilà, mais je sais pas, à toi, Jean. En fait, la difficulté, l'angoisse de la page blanche, c'est vraiment ça, mais ce qu'il faut, c'est trouver des moyens de déclencher quelque chose. Alors pour déclencher quelque chose, il y a plein de moyens. Le premier moyen, c'est d'écouter de la musique. Bon. Ouais. Alors, il y a un truc que personne n'ose dire et dont personne n'ose parler, et pourtant c'est la vérité, c'est que les musiciens se sont toujours volés les uns les autres. Mozart, il volait tout ce qu'il y avait autour de lui, et puis il en faisait du génie. Et donc, écouter les autres et pour leur prendre des idées et se les accaparer, c'est le principe même de la musique. Quand on fait de l'improvisation, on apprend l'improvisation en piquant des idées aux autres, et puis en les jouant soi-même et dans d'autres contextes. Voilà. Donc, alors, je ne suis pas en train de dire que la composition, c'est obligatoirement voler les idées des autres. Mais ça Vive le plagiat. Non, mais ça peut être une source, une base de départ. Et puis, il y a plein de techniques. Alors, la musique, c'est la mélodie, l'harmonie et le rythme. En gros, c'est les 3 composantes principales de la musique. Alors, on peut en rajouter plein d'autres, mais ça, c'est les 3 composantes de base. Et voilà, on peut se créer des petits exercices comme ça, mélodiques, des petits exercices d'harmonie, des petits exercices de rythme qui débouchent sur des idées. Et puis les idées, petit à petit, c'est un peu comme un germe, on arrose, et puis petit à petit, ça commence à partir sur autre chose. Il y a un truc complètement magique là-dedans. Parfois, le problème, c'est quand on est professionnel. Quand on est un professionnel de l'arrangement ou de la composition ou de la musique, il faut aller vite, il faut être performant. Donc quand un type vous dit pour demain matin, il faudrait qu'à 9h on enregistre avec un grand orchestre, et qu'il est 3h de l'après-midi et qu'il ne vous a pas encore expliqué ce qu'il veut, là il va falloir avoir des ressources incroyables pour que le lendemain matin à 9h, tout le monde soit prêt à jouer dans le studio. Et pourtant c'est ce qui se passe. Oui, c'est ça, quand tu nous dis que la musique là, qu'on a écoutée tout à l'heure, tu as dû la composer en 24 heures. J'imagine que ça t'est déjà aussi arrivé, Tulia, de devoir faire dans le rush. Ça change peut-être non. Moi ça m'est pas arrivé. Non, j'ai pas eu de commande aussi rapide. Moi pour l'instant je compose librement pour moi. Mais oui, j'aimerais bien que cet exercice vienne, mais la composition libre, c'est le paradis. Oui, mais en même temps, ça peut être quelque chose de très angoissant. Moi, par exemple, j'arrive plus à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que si tu me dis, dans un an, il faudrait que tu écrives une musique pour un truc, je vais me décider 2 semaines avant, l'échéance, je vais commencer à m'affoler parce que j'arrive pas à me décider avant. J'ai toujours plein de trucs à faire. Oui, quand on a une deadline, c'est pareil pour tout. Hein. Quand on a une deadline, c'est vrai que ça nous force à s'y mettre. Au bout d'un moment, on est obligé, quoi. Il y a un moment où il faut que ça sorte et qu'on ait quelque chose sur la feuille. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se décider, qui attendent le dernier moment pour se décider. Bon, donc toi, Tulia, tu arrives à te décider même quand tu n'as pas de deadline. Bravo. Je tarde aussi. Hein. Je procrastine quand même. Bon, tous. On fait tous. On a aussi évoqué l'arrangement, vous avez tous les deux évoqué l'arrangement qui semble assez complémentaire de la composition finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'arrangement, comment on fait aussi pour arranger une partition, à quoi on peut assimiler l'arrangement ? Moi, la meilleure explication que je puisse donner de l'arrangement, c'est on prend un thème. Voilà, un thème, le thème, ça peut être au clair de la lune. Voilà. Et puis au clair de la lune, on peut le décliner de 1000 manières différentes. On peut en faire un morceau de jazz, New Orleans. On peut en faire un morceau de jazz des années 50. On peut en faire un morceau de hip-hop. Je parle de au clair de la lune toujours. Hein. Ouais. On peut en faire un arrangement avec un grand orchestre symphonique.
Et puis on peut en faire un arrangement avec un soliste, avec un violoniste qui va virevolter dans tous les sens. Alors bien sûr, on va pas jouer que ta 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 ti ta 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 ta. Il y a plein de trucs en plus. Et un arrangement, c'est une mise en scène d'une image ou d'une idée. Une autre idée que je donne souvent à mes élèves, c'est regarder la Joconde. Voilà, on regarde un tableau comme la Joconde. Qu'est-ce qu'on voit? Le premier truc qu'on voit, c'est le visage, évidemment. C'est le premier truc qui nous interpelle. Ça, c'est la mélodie, c'est au clair de la lune. Mais il y a tout le reste. Et le drapé de la robe, les cheveux, la dentelle des cheveux, le décor, le fond, tout ça, les mains, la teinte, les craquelures, tout ça, ça relève de l'arrangement final, la présentation de ce visage. Le visage en lui-même, il est très évocateur, mais il a choisi de la mettre en scène comme ça. Il aurait pu la mettre en scène autrement, ça serait resté Mona Lisa. C'est ce qui donne finalement le style, non? Un morceau. Le style, c'est très important. Alors nous, ce qu'on appelle le style, c'est le style, ça peut être du jazz des années 50, jazz des années 70, ça peut être musique classique baroque, ça peut être un style classique contemporain. Voilà, le style, c'est ça pour nous. Et comment on travaille main dans la main quand on est compositeur et arrangeur? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans cette configuration-là ou pas, tous les deux. Plutôt Jean. Oui. Ouais, en général, moi j'ai travaillé pour pas mal de gens et par exemple des gens comme Henri Salvador. Henri Salvador, il avait des chansons et puis c'était toujours les mêmes chansons d'ailleurs qu'il chantait la plupart du temps. Alors de temps en temps, il avait une ou deux nouvelles chansons, mais moi à l'époque où j'ai bossé avec lui, il rebossait toujours sur ses vieilles chansons et ce qu'il voulait, c'était une nouvelle version de sa chanson, un nouvel habillage. Ça se faisait beaucoup, les chanteurs, les gens comme Aznavour, ils ont passé leur vie à rechanter les mêmes trucs avec un autre habillage. Alors un petit coup, c'était modernisé selon l'air du temps. Les arrangeurs, c'est des gens qui font du sur-mesure. Et les gens dont je te parlais tout à l'heure, par exemple, avec qui j'ai bossé aux États-Unis, Dick Grove, c'était un gars, il bossait dans les studios télé. Donc les studios télé, dans les années 50, ils enregistraient des émissions de télé toute la journée. Et en plus, il y avait les pubs. Donc il fallait faire la musique pour les pubs, il fallait faire la musique pour les émissions, pour les intermissions entre les différentes... Et ils n'arrêtaient pas d'écrire, ces mecs-là. Ils faisaient 3 arrangements par jour. Ah oui. C'est dingue. Donc c'était des pros, des travailleurs de l'arrangement, quoi. On a un invité mystère qui a souhaité vous poser une question. Alors je ne sais pas si vous allez le reconnaître, j'espère. On va l'écouter et on y répond juste après. Bonjour, je voudrais poser une question. Est-ce que pour faire de la belle musique, il vaut mieux avoir une très belle composition avec pas beaucoup d'arrangements, ou alors une composition pas très simple, mais avec un super bel arrangement? Alors, est-ce que vous avez reconnu? Je crois, oui. J'ai reconnu Pierre Mimran. Ah, dont on parlait au début de l'émission. Oui. C'est ça, qui est ton mari, Tulia? Mon mari, le saxophoniste de mon big band. Saxophoniste, mentor, mari, il a tous les rôles. Voilà. Fait tout. Et papa. Et papa. Papa de ma fille. Faut pas oublier. En fait, c'est un peu, c'est ce que Jean vient d'expliquer finalement la question de Pierre. Ouais, une merveilleuse mélodie, ça suffit à elle-même. Et puis on peut prendre le truc le plus minable du monde et en faire un arrangement somptueux. Et en faire une merveille. Il y a des arrangeurs, moi je me sentirais pour le faire. D'ailleurs, on peut prendre la danse des canards, c'est vraiment un truc vraiment nul pour le coup, ça, la danse des canards. Hein? Bon, c'est sympa en fin de soirée. C'est très sympa pour danser, mais chorégraphie, tout ça. On peut pas dire que le postulat de départ soit extrêmement pas très recherché. Eh ben, on peut en faire un truc absolument somptueux d'un morceau comme ça. Ça pourrait être très sympa. Avec du savoir-faire. C'est comme on peut habiller quelqu'un qui est vraiment mal foutu, on peut lui faire un costume sur mesure et la rendre cette personne extrêmement harmonieuse. Tu compares beaucoup avec le vocabulaire de l'habillage, de la couture. Complètement. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'une robe avec des gros boutons et des manches bouffantes ou des manches longues ou des plis, c'est pas du tout la même chose et pourtant c'est sur la même personne, tu vois. Ouais. Donc c'est ça l'arrangement.
Bon, je crois qu'on a là, ça y est, on a plein d'images pour comprendre ce que c'est, ce que c'est que l'arrangement grâce à toi, Jean. Tant mieux. Et je sais que tu transmets aussi tout ça à tes élèves dans les différentes écoles où tu vas. Oui, bah en fait, je pense que ce qui m'a permis d'avancer aussi en tant que musicien, c'était de transmettre. Quand je suis rentré des États-Unis, ça m'a semblé évident que ce que j'avais eu la chance de recevoir comme ça, de manière totalement improbable, comme je te disais tout à l'heure, cette bourse, et puis la possibilité de rencontrer ces gens extraordinaires, ça me semblait évident que je devais retransmettre ça d'une manière ou d'une autre. Et puis moi, je ressentais le besoin de le faire. Et l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer plus que tous les cours que j'aurais pu prendre. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Revenons à la composition, Tulia. On parlait en introduction de l'émission de ton album Magic Hands. Ça c'est pareil, ça doit être vraiment une grande satisfaction pour toi d'avoir sorti cet album. Je crois que tu as composé tout l'album Non, j'ai composé 9 des 10 titres et le 10e est un arrangement. Voilà. C'est un arrangement, très bien. On va en écouter un extrait et puis on parlera un petit peu plus justement de la manière dont tu as composé cet album et les inspirations qui t'ont aidé à le faire. D'accord. Restez avec nous, on est toujours sur irm.radio et vous pouvez aussi nous regarder sur twitch.tv/IRM Radio.
venez d'écouter Theme for Mr. J. Je sais pas si je prononce bien. Theme for Mr. J. For Mr. J. Ah ouais, l'anglais c'est pas top. Hein. Faut falloir que je reprenne des leçons. Moi aussi. Donc composé par Tulia et interprété par le Tulia Moran Orchestra, ton big band dont on a parlé tout à l'heure. Oui, exactement. Et dirigé aussi par toi. Voilà. Et claquetté, danser, parce qu'on entend un claquettiste, Fabien Ruiz. Voilà, qui danse sur le morceau, qui danse avec le big band aussi quand on joue sur scène. Et il y a un lien puisque c'est le chorégraphe et coach des personnages principaux de The Artist aussi. Ah ouais, Fabien génial. Ruiz. Et ça a dû être une super expérience de jouer avec un claquettiste comme ça, d'allier danse, musique, même pour l'enregistrement, ça a dû être... Alors, il est venu enregistrer les claquettes après. Donc il l'a pas fait avec tout le monde. Par contre, en live, quand on joue et qu'on le fait arriver au milieu du concert et continue avec nous, ça relance le public forcément est relancé, mais les musiciens aussi. Et moi j'ai toujours voulu faire de la musique pour des danseurs aussi. C'est aussi une facette qui est excitante et qui est pour moi essentiel de la musique, c'est d'avoir des gens qui dansent aussi. Ouais, de faire danser, là, il danse avec nous, il est à la fois musicien et danseur, mais c'est vrai que ça a une énergie différente d'un concert où tout le monde reste assis, ou un concert où ça danse tout le temps aussi. Par exemple, j'ai joué dans beaucoup d'orchestres où il y a un public dansant dans la musique latine, tout ça. Là, on commence sur un concert assis, ensuite il arrive et... Ça apporte du mouvement dans un concert qui est figé, qui est statique. Ça doit être très sympa. Et pour composer cet album, tu t'es inspiré de quoi ? T'avais une idée de base ? T'as voulu donner une cohérence particulière, un thème ? Pas du tout, c'est exactement l'inverse. Donc c'était cette idée de monter un big band et puis d'abord d'écrire des compositions et des arrangements pour big band. Et en fait c'était un exercice de style. Donc chaque morceau est dans un style différent. Il n'y a aucun lien entre les morceaux. Il y a un petit thème classique, il y a ce morceau-là qui est très années 50, il y a des morceaux plus latins, Brésil. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me donnais un peu un exercice dans ce style-là, dans ce style-là. Et ce morceau-là, en fait, c'est un des premiers que j'avais composé parce qu'il y avait à l'époque un ami photographe qui m'avait fait des photos pour un autre groupe et qui m'avait fait ça gracieusement. Et pour le remercier, j'avais dit, ma composition, je mettrais 50% de ton nom comme... je mettrais 50% moi, 50% lui pour le payer un peu parce qu'il ne voulait pas du tout, quoi. Et comme, je sais pas si Dizzy Gillespie il avait fait ça avec Night in Tunisia, donc voilà. Et bon, finalement, je crois qu'il a... Enfin bref, je lui ai donné le nom, le mec s'appelait Jimel, et donc ça s'appelle Pour Mr. J, voilà. Ah, donc c'est une petite dédicace à ce photographe. C'était très, très sympa. On évoquait tout à l'heure le peu de présence féminine dans le milieu du jazz. Est-ce que ça a été pour toi un atout d'être une femme dans le milieu ou un handicap, à ton avis ? Je suis pas la meilleure pour répondre à ces questions. En fait, moi j'ai été élevée un peu neutre. J'étais vraiment on m'a pas du tout appris ni à être une fille ni à être un garçon. Donc pendant longtemps je me suis pas posé la question. Et après, quand je suis à un moment quand même pendant l'adolescence, quand effectivement j'écoutais du jazz et mes copains écoutaient autre chose, il y avait un petit décalage, mais aussi bien les filles que les garçons. Et puis après, j'ai trouvé un groupe d'amis qui étaient dans un très bon conservatoire et qui faisaient du jazz, qui était à super niveau, qui m'ont entraîné tous les week-ends. Moi, j'étais encore au lycée. On faisait des jams. Et là, effectivement, il y avait que des garçons. Et c'était les 16 ans, 17 ans. Donc aussi, il y a eu un rapport de séduction. Et là, ça a été un peu... c'était difficile à gérer, la séduction et à la fois les jams avec les copains et qui, en plus, ils avaient un super niveau. Donc, en fait, j'ai pas eu beaucoup de copines pendant longtemps. J'ai eu du mal à me faire des copines parce qu'il y avait pas de copines qui écoutaient. J'avais pas de copines avec qui dire ouais, t'as écouté l'album Go de Dexter Gordon, t'as relevé sur le perce. C'était toujours des garçons. Puis au bout d'un moment, ça finissait ouais, je l'ai écouté. Tu viens l'écouter chez moi. Tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Donc,
Bon, après, moi aussi, il a fallu que je gère ma... Enfin, je sais pas si ça a été ton cas ou quoi, mais moi, ça m'a pris du temps à être une femme, quoi. Je sais pas comment dire, à gérer ma féminité, tout ça. Je savais pas trop me situer. Pas mes goûts sexuels, je parle pas du tout de ça, je parle juste effectivement de pas avoir de copains, de gérer la séduction, etc. Bon, après des fois ça m'a aidé d'être une fille parce que quand je démarchais je voulais jouer dans des clubs avec mon groupe, mon quintet à l'époque, évidemment ils voyaient un album avec une photo de saxophoniste, on écoute en premier, donc ça aide. Et puis c'est vrai que c'était facile de draguer aussi pour moi, parce qu'il n'y a que des garçons. Mais après, au même temps, on a le droit à moins d'erreurs aussi. C'est difficile d'être médiocre. On demande aux filles saxophonistes, enfin aux filles jazzwomen d'être vraiment au top, sinon ça passe pas. Mais c'est bien aussi, ça met la barre haut, quoi. Donc j'ai pas un avis négatif là-dessus. Faut s'adapter, voilà. Puis bon, maintenant ça a changé aussi. Hein. Maintenant, je trouve que. Maintenant t'as des copines. Ouais, voilà, j'ai plein de copines, c'est vrai. Bon, on est rassurés. Je voudrais que vous reveniez sur des petites anecdotes de vos carrières, hein. En quelques mots, je vais vous demander d'abord quel est le souvenir le plus marquant sur scène que vous ayez eu. Waouh. Moi, un des souvenirs les plus marquants, ça va faire très très prétentieux, mais j'ai eu l'immense privilège de jouer dans un orchestre qui était dirigé par Quincy Jones au Théâtre des Champs-Élysées. Et on jouait un morceau de Duke Ellington qui s'appelle A Tone Parallel to Harlem. Et dedans, il y a un solo de trompette et c'est tombé sur moi. Ah. Et je me rappelle que j'étais dans un état quand j'ai dû jouer ce solo-là. Il y avait Quincy qui était en face de moi. Et au moment où j'ai dû jouer le morceau, je me suis levé et il m'a fait un sourire. Mais lui, c'est un spécialiste, c'est un séducteur. Il m'a fait un sourire, mais c'est comme si, je sais pas, il m'encourageait, mais d'une manière incroyable. Et voilà, bon, ça c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et ça s'est super bien passé après? Ça s'est bien passé, mais j'avais quand même je tremblotais un peu, mais j'étais quand même très, très, c'était formidable, quoi. Et toi, Tulia? Moi, c'est, je dirais, il y a un artiste que j'ai accompagné, dont je suis très fière, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est François Morel, qui chante aussi. Et donc, un des premiers concerts que j'ai fait avec lui, j'ai commencé avec lui en remplaçant au pied levé, puis après je suis restée dans la troupe. Et le premier concert que j'ai fait, c'était à Nantes, et c'était dans des arènes en plein air. Donc ils avaient installé la scène et on était 3 musiciens à l'époque, et lui devant qui chante, et en fait, oui, moi je sais plus, enfin bref, on était amplifiés, et il commence le concert, il faisait pas très beau et il se met à pleuvoir, et il continue à chanter et il pleut de plus en plus fort, et là les techniciens nous apportent des grands barnums pour les musiciens, mais pas pour lui. Et en fait, tout le monde lui fait signe, tu vois, arrête. Et en fait, il a continué. Et j'ai trouvé ça... je me souviens qu'à ce moment, j'ai été marquée parce que je trouvais que c'était extrêmement généreux de ne pas annuler, de dire, voilà, c'est bon, il pleut, je vais aller... en plus, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, quoi. Le spectacle avant tout. Voilà, puis surtout, on était tous protégés, même les gens étaient sous des vaches, sauf lui, il était tout seul sous la pluie, quoi. On va passer maintenant à vos actualités du moment, même si elles ont dû être un petit peu chamboulées par la période qu'on traverse, qu'on a traversée. J'espère que ça va être derrière nous prochainement. Jean, tu organises un stage de jazz cet été, au mois de juillet. Oui. En fait, ça fait, je crois que c'est le quatrième épisode de ce stage qui se déroule à la MJC d'Orsay dans le 91, donc en Essonne. C'est pas très loin de Paris. C'est un stage de jazz pour des musiciens, principalement des musiciens amateurs, passionnés de jazz. Et je fais ce stage cette année avec ma grande amie et collègue musicienne Laurence Saltiel, qui est chanteuse.
Et d'habitude, on le fait aussi avec Patrick Villanueva, mais Patrick n'est pas là cette année. Mais voilà, c'est un stage très sympa. On peut s'inscrire en ligne ? On peut s'inscrire en ligne sur jeangobinet.com. Vous avez toutes les informations, mon site. Et voilà, il y a encore de la place. Et tu organises aussi un concert à distance ? Voilà, alors ça c'est un peu spécial, comme beaucoup de musiciens pendant cette fameuse période de confinement. J'ai pas voulu laisser tomber mes élèves et j'ai donc enregistré. Alors je me suis lancé dans des projets un peu pharaoniques chaque fois, mais bon. Et en fait, à force, on y prend goût et puis. Donc le 27 juin, on devait faire une soirée des étoiles parce qu'à Orsay, il y a la fac de Paris Sud et il y a un très grand campus et je suis ami avec des gens qui sont super, notamment un astrophysicien qui s'appelle Hervé Doll, qui est quelqu'un de très très célèbre. Et donc on fait une nuit des étoiles et comme elle ne peut pas avoir lieu en direct pendant 15 heures d'affilée, on est en train d'enregistrer. Et donc là, on va jouer avec mon big band virtuellement sur un film de Méliès qui s'appelle Le Voyage vers la Lune, qui est un film très rigolo d'une vingtaine de minutes. Et on va jouer dessus des arrangements jazz des planètes de Gustav Holst. Et ça sera très marrant, je pense. Et on peut suivre ça sur Internet, pareil ? Pareil, alors j'ai toutes les références sur mon site. Ouais. Ok, génial. Et toi, Tulia, de ton côté, je crois que tu as une date de prévue prochainement. Là, j'ai une date avec mon big band à Paris, au Pan Piper, le 26 septembre. Donc, pour l'instant, elle n'est pas annulée. Je pense qu'elle aura lieu parce que la plupart des salles rouvrent petit à petit pendant l'été. Donc, croise les doigts. Voilà. Donc, 26 septembre, au Pan Piper. Il y aura Jean, il y aura Pierre Mimran qu'on a entendu, et il y aura Fabien Ruiz aux claquettes. Génial. Et on peut retrouver toutes ces infos sur ton site internet tuliamorand.com. Voilà, exact. Et on peut aussi retrouver l'album Magic Hands sur toutes les plateformes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et bien sûr en vente si on veut l'acheter. On va finir l'émission par la question que je pose à chaque invité toutes les semaines. Et là c'est vrai, je ne mens pas. Le mot de la fin, donc. La musique pour moi c'est très court parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est ma vie. C'est ma vie. Et Jean J'allais dire la même chose. Vous avez le droit. Hein. Ouais, c'est tellement important. Ouais. Très bien, merci beaucoup Jean et Tulia d'être venus dans les studios d'IRM.radio. On était très très contents de vous recevoir. Vous pouvez retrouver de toute façon cette émission en replay sur YouTube après la fin de l'émission. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Bémol à 20h30. Et aussi un rendez-vous spécial Fête de la musique. Je co-animerai une émission avec Stélina, l'animatrice de Rapside, dimanche prochain entre 14h et 18h. Ça va être génial, du live, ça va swinguer. Alors à la semaine prochaine.